Les principes zoroastriens, on peut les résumer en cette formule extraordinaire qui est bien penser, bien parler et bien agir. Il va y avoir donc une communauté chiite qui va se développer en Iran et ce sera une façon aussi pour les Iraniens de résister contre ce que l'on appelle le pansunnisme pour ne pas être englobé dans l'orbite ottomane et également l'orbite arabe pour rester iraniens, car des Iraniens ne sont pas des Arabes et ne sont pas non plus des Ottomans qui seront leur grand ennemi à travers le temps. Il y a aussi les intellectuels qui ont cru que, les Français en tête d'ailleurs, avec Sartre, Foucault, etc., et même les délégations françaises qui voulaient dire qu'il fallait libérer les femmes, sont allés voir Khomeini, qui les a regardés d'un drôle d'œil et qui au bout de quelques heures les a laissés partir sans rien dire. Et elles se sont rendues compte aussi que les femmes iraniennes ne les attendaient pas, ce qui est quand même assez incroyable. Bienvenue sur Citoyens et Culture. La guerre des États-Unis et d'Israël sur l'Iran a mis ce pays au cœur de notre actualité. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis rendu compte que je connaissais assez mal ce pays, coincé entre deux représentations, très éloignées l'une de l'autre, l'Antiquité perse d'un côté et le pays des ayatollahs de l'autre. Mais que s'est-il passé entre-temps ? Comment la Perse est-elle devenue l'Iran moderne ? Et dans quelle mesure l'événement actuel doit se comprendre dans le temps plus long de l'histoire iranienne ? Aujourd'hui, c'est Yves Bomati, historien spécialiste de l'Iran, que j'ai invité pour échanger sur le sujet. Nous évoquerons les grandes phases historiques de ce pays, de l'Empire perse et sa chute, à la Constitution de 1906, pour finir sur l'actualité, et comment le passé nous éclaire sur les perspectives d'avenir du peuple iranien. Un entretien passionnant, loin du fracas de l'actualité, dans lequel je pense que vous apprendrez, comme moi, beaucoup de choses. Yves Bomati, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de l'Iran, de son histoire plurimillénaire. Et vous êtes historien, spécialiste de l'Iran et des civilisations méditerranéennes. Vous êtes aussi notamment docteur ès lettres à la Sorbonne. Et donc, vous avez publié plusieurs ouvrages de référence sur le sujet. De cela dont on va parler aujourd'hui, en le replaçant le contexte actuel dans une temporalité plus longue, pour permettre à tout le monde, notamment un public qui ne connaît mal l'histoire de l'Iran, et je pense que c'est la majorité des Français par exemple, c'est mon cas, permettre de comprendre un peu ce qu'on vit aujourd'hui avec la profondeur de la longue durée, comme on dit. Peut-être avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, je serais vraiment intéressé d'avoir l'histoire de votre parcours, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à l'Iran, notamment parce que ça me paraît pas être dans les parcours d'historiens plus classiques qu'on peut avoir en France, qui vont se tourner dans l'histoire de la France, de l'Europe, peut-être des États-Unis, etc., mais peut-être pas dans ce pays qui est davantage sur un angle mort, me semble-t-il, que d'autres continents et d'autres civilisations. Bien, en tout cas, déjà, je vous remercie de vous intéresser à cet angle mort, et qui est pas si mort que ça, Ouais, puisqu'il est dans effectivement. l'actualité en ce moment. De mon côté, c'était pas mon premier choix d'études, puisque mon doctorat a porté sur Dionysos en Étrurie, ce qui est quand même là aussi un angle mort de l'histoire, et ça se passait entre le 6e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Bon. À partir de là, je me suis intéressé à l'histoire des religions du bassin méditerranéen de façon plus large, puis aux cultures indiennes du continent indien, qui m'ont amené à Shiva, lequel m'a amené à Zarathustra, qui est le grand prophète des Iraniens. Et tout cela toujours dans une ambiance d'histoire des religions, jusqu'à ce que je rencontre un ancien ministre du Shah qui a dirigé l'université de Téhéran et de Shiraz, qui a été ministre de l'équipement, puis de l'éducation nationale.
etc., qui m'a donné l'idée que, en plus de mes études religieuses, il serait peut-être intéressant que je m'intéresse à l'Iran même, puisque lui-même a été un professeur absolument extraordinaire pour moi. Si bien que depuis cette rencontre de Monsieur Nahavandi, pour ne pas le citer, qui hélas est décédé au mois d'octobre dernier, je m'intéresse au sujet iranien, qui est un faux angle mort en fait des préoccupations des universitaires. Mais je suis un universitaire un peu décalé, si j'ose dire, par des choix qui sont parfois transverses. Donc voilà un peu la réponse à votre question. L'Iran, donc dans sa diversité, m'a beaucoup attiré parce que il tient aussi bien à la religion, qui est quand même la base de ma formation, que à la sociologie, à la politique, à la géopolitique, comme on dit aujourd'hui. Donc voilà, rapidement résumé, ce parcours particulier. C'est très intéressant, effectivement, de voir le cheminement de parcours des historiens d'une manière générale, et que je comprenne bien. Donc, cette personne, et excusez-moi, je n'ai pas retenu exactement le nom, iranienne qui vous a encouragé, est morte dans les frappes Non, pas du tout. Ah, pas n'a rien à voir, d'accord. Non, c'est quelqu'un qui était condamné à mort à la révolution iranienne en D'accord, pardon. 1979, qui s'est enfui grâce à ses anciens étudiants d'ailleurs à travers les montagnes qui entourent l'Iran et qui a fini par vivre à Paris, puis ensuite en Belgique et qui a été en quelque sorte mon introducteur sur l'Iran. D'accord, Il s'agit de Hoshang Nahavandi que la d'accord. communauté iranienne connaît très bien et dont les livres sont encore diffusés en Iran, puisque c'est un grand économiste doublé d'un fin connaisseur de la littérature iranienne et de tout ce qui tourne autour de l'Iran. D'accord, oui, pardon, j'ai confondu la temporalité, donc autant pour moi. Et oui, et Voilà. peut-être l'expression angle mort n'était pas le meilleur, mais je crois que vous avez compris ce que j'entendais par là. C'est pas un Euh, problème. mais en tout cas, écoutez, je pense qu'en fait, pour le grand public, si on peut commencer, et c'est un exercice difficile que je vous demande, parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais peut-être si on devait résumer ces 4000 ans d'histoire de l'Iran en quelques grandes phases, comment un historien s'y prendrait pour le présenter à un public comme le nôtre? Et aussi, dans ces grandes phases, pourquoi on peut dire qu'il y a une continuité sur ces 4000 ans d'histoire jusqu'à l'Iran d'aujourd'hui? Bien, on peut la commencer à 4-5 000 ans, même si on veut, hein, parce que le territoire iranien existe depuis fort longtemps, bien avant même les invasions indo-européennes et aryennes, puisque Iran, ça vient de Aria, la terre donc des Ariens. Et ces Ariens viennent de l'Oural et sont descendus du nord, cette région en fait, Oural, et ont investi d'un côté une partie de l'Inde et d'un autre côté le plateau que l'on appelle aujourd'hui le plateau iranien. C'est surtout le plateau iranien qui va profiter de cette civilisation indo-européenne et de ces légendes, d'ailleurs qu'on retrouve nous-mêmes dans nos propres légendes euh, en, en, en Occident. Donc voilà un peuple qui se forme autour des grands déserts qui sont le cœur de l'Iran et qui est un peuple qui va surtout, disons, intéresser les historiens à partir de la première dynastie importante, qui est celle des Achéménides au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on peut dire qu'il y a une première période impériale, royale, qui va s'achever avec la conquête des Arabes de l'Iran. Et ensuite, on peut parler de ce qui s'est passé à partir du 19e siècle, où on a bouleversé entièrement la structure même étatique de l'Iran à partir de 1906 avec la révision constitutionnelle.
bon, laquelle a débouché sur la prise de pouvoir de Reza Pahlavi et de la dynastie des Pahlavis, jusqu'à la révolution iranienne, enfin islamique de 1979, qui a propulsé sur le devant de la scène les mollahs, et quelque temps plus tard, la force politique et militaire paramilitaires de ce qu'on appelle le corps des gardiens de la Révolution, à savoir les Pasdaran, qui sont au cœur de la guerre, qui apparemment semble avoir trouvé une issue ou non dans l'accord signé hier ou avant-hier par les États-Unis avec l'Iran du régime islamique. Donc, d'abord, toute une période impériale, ensuite une période islamique, et ensuite, eh bien, ce que l'on sait à partir du XXe siècle, avec cette grande césure de 1979. Voilà. Pour la période impériale, on peut dire que Zarathustra est ce qu'on appelait le mazdéisme, que Zarathustra va réformer pour en faire le zoroastrisme, qui existe toujours aujourd'hui. Eh bien, cette religion constitue un ciment jusqu'à l'obligation au 7e siècle pour les Iraniens de se convertir à l'islam chiite, qui est un islam un peu différent de l'islam sunnite. Alors justement, j'ai plein de questions là-dessus. Vous avez parlé du zoroastrisme, et c'est vrai que c'est une religion, alors dont certains peut-être ont entendu parler, mais de façon indirecte, ainsi par les Zarathustra de Nietzsche, dont j'ai mis du temps à comprendre que c'est, enfin, à saisir que c'était la référence à un vrai prophète et une vraie religion qui avait existé. Enfin, j'ai mis du temps, c'était pas évident pour moi tout de suite. Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette religion, parce que je crois qu'elle existe encore un petit peu aujourd'hui. Sous quelle forme est-ce que c'est encore pratiqué? C'est quoi un peu ses préceptes? Et comment, d'une certaine manière, ça peut même encore influencer l'Iran d'aujourd'hui? Comment on la résumerait, cette religion? Voilà, C'est une l'Iran forme de d'aujourd'hui monothéisme, me semble-t-il, hein, non? oui, Une forme de enfin, l'Iran monothéisme, quoi. d'aujourd'hui Ouais. Ouais. est toujours influencé par, D'accord. les fondements du zoroastrisme. Alors, pour être très très rapide, je dirais que avant le zoroastrisme, ce qu'on appelle le zoroastrisme, il y a le mazdéisme, avec au sommet de la pyramide de ce polythéisme qu'était le mazdéisme, Ahura Mazda, le seigneur sage, en quelque sorte le principe supérieur. Bon. Et il était entouré de tout un ensemble de dieux, dont Mitra, le dieu des contrats, mais il y avait aussi Anaïta, il y avait beaucoup d'autres dieux de la guerre, etc. Là-dessus arrive Zarathustra, qui est un prophète et qui va introduire le monothéisme en Iran, en gardant Ahura Mazda comme principe premier et en transformant tous les dieux qui l'entouraient en énergie, en quelque sorte. Bon, je caricature un peu l'affaire, mais l'intérêt du zoroastrisme, c'est de parler d'une éthique humaine, à savoir, bon, il a composé ce qu'on appelle les gathas, qui sont ces poèmes, qui sont la partie la plus ancienne du livre saint des zoroastriens, qui s'appelle l'Avesta. Donc ces gathas ont été constitués entre le XVIIe et le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui en ferait le premier monothéisme du monde. C'est encore extrêmement discuté, puisqu'il y a la Bible aussi, mais qui serait postérieur, dit-on. Bon, je mets bien des guillemets là-dessus. Bon, ce serait un débat très riche, mais complexe aussi, que de le poser. Bon, cela dit, les principes zoroastriens, on peut les résumer en cette formule extraordinaire qui est bien penser, bien parler et bien agir. Ce sont les mamelles du zoroastrisme, si j'ose dire. Et à partir de là, eh bien, le zoroastrisme préconise de ne pas faire des sacrifices sanglants, de préserver avant tout la nature et de faire
émerger la lumière face à tous les obscurantismes que l'on peut connaître dans sa vie. Donc c'est une sorte de voyage vers l'épuration de soi pour rencontrer le principe qui est Ahura Mazda, qui devrait guider les êtres. Donc c'est une religion, mais aussi une philosophie, et qui mêle l'éthique à la pratique religieuse, qui n'a pas qui a des rites qui sont extrêmement intérieurs, et on honore par exemple, alors certains vont dire que le zoroastrisme c'est le culte du feu, ce qui est une erreur, mais en tout cas dans les temples zoroastriens qui existent toujours aujourd'hui, il y a un feu que l'on entretient tous les jours afin qu'il ne s'éteigne pas, un peu comme le feu des Vestales qu'on va trouver à Rome. Ces jeunes femmes qui se consacrent vraiment à l'entretien du feu. Mais le feu est un symbole, car le feu est un principe qui est imputrescible, qui ne peut pas être pollué comme l'eau peut l'être, l'air peut l'être également, la terre aussi. Le feu, lui, brûle tout ce qui veut le toucher, et surtout, il représente ce principe qui guide l'âme ou l'esprit de l'être humain toujours vers le haut. Comme vous avez remarqué, une flamme ne descend jamais. Hein. Elle est vraiment un symbole extrêmement riche par rapport à la direction qu'elle donne aux êtres humains dans leur quête de beauté, de justice et de justesse aussi, puisque c'est un des termes du zoroastrisme. Et les dynasties vont être influencés dans leur pensée politique par le zoroastrisme, sans pourtant faire du zoroastrisme une religion d'État, sauf dans les dernières dynasties avant que l'islam ne leur soit imposé par les tribus hirsutes, disaient les très riches notables iraniens qui venaient de l'Arabie, qu'on appelle l'Arabie saoudite aujourd'hui, avec Mahomet, bien entendu. Oui, c'est Voilà. fascinant. Oui. J'ai résumé ça rapidement, tout le monde va me critiquer là-dessus, mais enfin bon, nous avons peu de Non, temps. absolument pas. Et c'est fascinant. Et j'aurais envie aussi de consacrer une émission rien qu'au zoroastrisme, au mazdéisme avant, parce que ça a l'air vraiment d'être une religion assez fascinante. Juste avant de passer au sujet suivant, est-ce qu'on peut dire aussi que, outre bien évidemment les continuités culturelles et de civilisation, est-ce qu'il y avait aussi une continuité territoriale, c'est-à-dire que l'Iran d'aujourd'hui, géographiquement, l'Empire perse a exercé dessus? Est-ce que c'est né de ce foyer-là ou c'était plutôt sur la périphérie de l'Empire? Il était où à Alors, peu près le centre? J'imagine que ça a bougé, mais... oui, alors ça a beaucoup bougé. L'Iran est un pays plastique. Hein. Bon, au départ, les Achéménides donc ont constitué autour de la Perse, c'est-à-dire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Fars, d'où le terme de Farsi pour désigner la langue que parle la langue qui unit la plupart des Iraniens aujourd'hui. Bon, la Perse c'est un petit peu comme l'Île-de-France par rapport à la France. Hein. Donc, à partir de la Perse, Cyrus II le grand Cyrus dont tout le monde parle, a conquis la Médie qui est au nord, et puis progressivement a conquis tout un ensemble de territoires avec ses suiveurs, avec ses héritiers, et ces territoires vont aller jusqu'à l'Égypte. Ce qui est quand même assez intéressant de voir cette Perse qui va devenir l'Iran, car l'Iran, ça a toujours été ainsi que se sont nommés les Iraniens, ce sont les ambassadeurs occidentaux qui reprenant la terminologie grecque, les Grecs appelaient ces gens-là, hein, ces étrangers et contre lesquels ils ont guerroyé, Persoi. Et parce qu'ils ont confondu le Fars avec l'ensemble de l'Iran. Mais d'où le fait que les ambassadeurs jusqu'en 1935, en France par exemple, ont appelé le territoire iranien la Perse.
Mais en 1935, Reza Shah Pahlavi a demandé aux ambassadeurs et à tous les consulats étrangers de donner le vrai nom de son pays lorsqu'ils en parlaient, à savoir Iran, la terre des Aryens, qui n'a rien à voir avec les Aryens, je le précise, de Hitler. D'accord, je ne savais pas du tout que, en fait, le terme Iran avait été utilisé depuis le début par eux-mêmes, et ça me fait Et oui, penser, oui, enfin, ça c'est très intéressant. Ça me fait penser à le petit parallèle avec aussi l'Empire byzantin, qui eux-mêmes ne se sont jamais appelés Empire byzantin, mais sont continués à s'appeler les Romains, je crois, ou ça avait un oui, nom oui, différent, l'Empire mais jusqu'au romain bout, quoi. d'Orient, bien sûr, D'Orient, vous avez raison. exactement. Donc, mais bon, très bien. Et alors, on peut justement enchaîner sur la deuxième partie qui, je pense, c'est important pour vraiment comprendre l'Iran, qui est justement l'arrivée de l'islam. Alors, on a fait un petit parallèle avec l'Empire romain qui a aussi été chamboulé par l'éruption du christianisme, mais dans des modalités bien différentes parce que beaucoup plus lentes, plus avec plutôt une forme de subversion entre guillemets euh, dans le temps. Là, ça a été une conquête, donc je crois assez brutale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'islam arrive, justement, cette brutalité est-elle, enfin, dans quelle mesure elle Mais se fait, dans quelle mesure elle se fait avec plutôt l'accommodement des populations locales, et dans quelle mesure ça constitue une rupture, mais qu'est-ce qui survit aussi quand même dans les anciennes structures, comme plein de choses ont survécu via le christianisme, des structures romaines dans les pays qui après vont survivre à l'effondrement de l'Empire romain. Comment est-ce qu'on peut décrire cette arrivée de l'islam, et peut-être aussi un petit mot sur le chiisme, l'aspect chiite, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a eu cette particularité-là ici, enfin voilà, grand sujet, mais je vous laisse nous répondre oui, oui, là-dessus. oui. Alors, en fait, on va se projeter au 7e siècle de notre ère, hein. C'est en Iran, c'est l'empire sassanide, les Sassanides, avec le prêtre Sassan, qui était un zoroastrien, qui domine et qui domine donc tout l'espace iranien et qui sont d'une richesse folle, à côté de ces nomades va-nu-pieds d'à côté. Bon. Une telle richesse, d'ailleurs, est due aussi au fait qu'ils ont conquis beaucoup et ils ont profité beaucoup des peuples qu'ils ont conquis. D'ailleurs, Persépolis a été fait pour qu'une fois par an, les peuples soumis qui pouvaient continuer à honorer leur propre Dieu, avoir leur propre langue et tout, viennent pour honorer le grand Dieu depuis Darius Ier le Grand. Bon, donc, au 7e siècle de notre ère, voilà cet empire qui est extrêmement riche, extrêmement ancien aussi, où les Zoroastriens ont fini par prendre une partie du pouvoir, mais où aussi les chrétiens ont pris une partie du pouvoir. Donc, il y a eu, disons, des luttes de pouvoir entre deux religions. Les Zoroastriens, 70% de la population, et les chrétiens, 30%. Il ne faut pas oublier cela. La reine, une des dernières reines zoroastriennes, était chrétienne. Alors, mais les chrétiens, comme on le sait, se battent entre eux aussi. Certains pensent que le Christ a une seule nature, d'autres en a deux. Enfin bref, les monophysites, les duophysites, je vous passe les détails, c'est compliqué. Mais ça explique aussi que l'empire très riche, assez méprisant aussi par rapport donc à cette religion dont on entend parler, mais qui n'est pas dangereux pour elle, eh bien, va faire chambouler, disons, tout leur édifice. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir Mahomet qui va envoyer un ambassadeur en demandant aux Iraniens de se soumettre à la nouvelle religion et au Coran. Enfin, le Coran, lui, ne sera constitué vraiment que pendant 200 ans. Bon, mais en tout cas, aux premières paroles connues venant de Dieu directement à travers son serviteur Mahomet. Les Iraniens vont se moquer de ces envoyés et il va y avoir une guerre et les tentes de guerre des Iraniens étant riches, pleines de
pierreries avec des étendards merveilleux, vont tellement donner envie aux Arabes, parce que c'était des musulmans arabes, ces musulmans vont véritablement envahir l'Iran et très très vite. Et c'est très étonnant, un petit peu d'ailleurs comme d'autres empires, ça va s'écrouler très rapidement. Les Iraniens, dont les promesses socialisantes, on peut dire, de Mahomet vont faire mouche auprès de certains, parce que l'islam au début, c'est on distribue les richesses, etc. Bon, vont accepter de devenir, de se convertir. Beaucoup ne vont pas accepter, parce qu'on leur impose une nouvelle religion, mais aussi une nouvelle écriture, une langue de l'administration qui devient arabe et non pas iranienne. Bon, il va y avoir là une grande résistance. Et pendant 2 siècles, les Iraniens vont un peu comme les termites, attaquer la dominante arabe chez eux pour pouvoir faire ressurgir progressivement leur identité qu'ils n'ont pas perdue, mais qu'ils ont été obligés de soumettre aux nouveaux dirigeants. Alors, vous parliez tout à l'heure du schisme. Eh bien, le schisme, je vais vous le dire là aussi en quelques secondes, c'est un problème déjà musulman, puisque à la suite après Mahomet, il s'est agi de désigner son successeur. Donc, on va désigner des califes, mais en se demandant qui allait pouvoir dominer. Est-ce quelqu'un qui est élu ou quelqu'un qui est de la famille de Mahomet? Alors, la première solution va l'emporter. On va désigner les 3 premiers califes qui sont des membres de l'entourage proche de Mahomet. Le 4e, Ali, étant le gendre du prophète, puisqu'il s'est marié avec sa fille Fatima. Donc, le 4e calife va être assassiné, et va se reposer à nouveau le problème de la succession des califes. Est-ce que ça doit être quelqu'un désigné par la Oumma, c'est-à-dire la communauté musulmane, ou est-ce que ça doit être quelqu'un du sang du prophète? Or, Ali avait 2 fils, Hassan et Hussein, qui vont en quelque sorte progressivement être en dissidence avec celui qui sera désigné, à savoir quelqu'un qui n'était pas du sang du prophète, Mohammed, je me souviens plus trop du nom, mais en tout cas, la lignée la plus importante, 90% à peu près, va suivre l'élection. Ça va s'appeler la Sunna, les sunnites, et puis la lignée qui préfère quelqu'un du sang de Mahomet va suivre Ali et ses suiveurs, et ça va devenir les chiites qui vont donc considérer Ali comme leur imam et ses enfants comme les premiers imams. Il va y avoir toute une succession d'imams jusqu'au 12e imam, qui va, comme on dit, s'occulter, et qui va donc, qu'on appelle le Mahdi, qui doit revenir sur terre pour rétablir la justice sur la terre. Donc, il y a 2 courants de l'islam. Il y en a d'autres, hein, mais il y en a 2 importants. Le sunnisme, les Iraniens n'en voudront pas, et le schisme, car les enfants, les suiveurs de Ali et de ses fils vont se réfugier en Iran. Et il va y avoir donc une communauté chiite qui va se développer en Iran. Et ce sera une façon aussi pour les Iraniens de résister contre ce que l'on appelle le pansunnisme, dont progressivement le chantre va être l'Empire ottoman, pour ne pas être englobé dans l'orbite ottomane et également l'orbite arabe, pour rester iranien, car les Iraniens ne sont pas des Arabes et ne sont pas non plus des Ottomans, qui seront leurs grands ennemis à travers le temps. L'Empire, lui, on est d'accord qu'après l'arrivée de l'islam, ça s'appelle plus l'Empire, on parle plus de l'Empire perse.
Non. Voilà, on a changé quand même d'environnement. Et même, est-ce qu'au niveau administratif, parce que parfois, dans ce genre de conquête, il y a des structures quand même locales et de pouvoir qui se maintiennent. Est-ce que là, il y a Oui. vraiment un bouleversement à ce niveau-là ou... Oui, oui, il y a un bouleversement, bien entendu. L'Empire va éclater en de multiples royaumes, petits D'accord. royaumes, dirigés par des sommités arabes, musulmanes, enfin arabes, je vais dire. Et puis progressivement, des dynasties iraniennes vont commencer à diriger des petits royaumes, et puis de plus en plus de royaumes. Et comme la culture iranienne était beaucoup plus forte que la culture arabe, elle va intéresser les dynasties, même les dynasties arabes. Et progressivement, il va y avoir un retour de la langue, surtout grâce aux poètes. À partir du Xe, XIe siècle, il va y avoir de très grands poètes persans, dont le grand Ferdowsi, qui, lui, va rappeler toutes les légendes pré-islamiques dans ce qu'on appelle le Shahnameh, c'est-à-dire le livre des rois, qu'on peut toujours avoir, d'ailleurs en traduction. C'est une merveille, c'est un petit peu comme les contes des mille et une nuits, mais sur l'histoire iranienne, avec les grandes figures pré-islamiques de l'Iran. Et à côté des poètes, il va y avoir tout un élan de réflexion philosophique religieuse que les Iraniens vont trouver dans le soufisme. Et ce sera là aussi une façon de développer une idéologie parallèle à l'islam rigoriste, qui est un islam, l'islam soufi est un islam ésotérique en quelque sorte. Pas complètement, mais quand même, on essaie de trouver le chemin vers Dieu par l'exaltation, par l'oubli de soi. Et chez les poètes, il y aura beaucoup de soufis, et eux, par exemple, Omar Khayyam, il trouvera l'exaltation en buvant du vin, ce qui n'est Ok. pas tout à fait la doctrine. Ouais, effectivement. Et juste aussi pour clarifier, parce que vous disiez qu'il y avait les conversions, parce que j'ai l'impression que ça a pu être différent à différents endroits de la conquête musulmane. Peut-être que je me trompe. Les populations étaient toutes forcées de se convertir. On avait le droit de ne pas se convertir, mais on devait avoir un statut particulier avec un impôt. Oui. Ou ça, c'était... D'accord. Oui, ceux qui ne voulaient pas se convertir devaient devaient adopter le statut de dhimmi, la dhimmitude. Les Juifs, par exemple, devaient payer un tribut pour être protégés. Les chrétiens, sans doute aussi. Voilà. C'était, D'accord. on avait le droit, mais il valait mieux quand même être musulman pour profiter de tous les avantages. Bon, mais cela dit, il y a toujours eu une certaine tolérance sur ce plan-là, tout en est adossé à une incitation à la conversion à l'islam, bien sûr. Et il y avait encore des zoroastriens, cela dit de moins en moins, plutôt dans la région de Yezd, qui est le sud-ouest, le sud-ouest de l'Iran. Et le fait que les zoroastriens se sont plus du tout sentis bienvenus, bien que dite religion du livre, parce que la religion du livre, c'est très Ok. important, les juifs, Ouais. les chrétiens, et les zoroastriens font partie des religions du livre. Et donc ils pouvaient continuer à rester en Iran, mais les Zoroastriens en grande quantité ont préféré migrer vers les régions de l'Inde, de Bombay, où ils existent aujourd'hui comme un des éléments les plus économiquement forts en Iran. La famille Tata, qui possède à peu près beaucoup d'industries, etc., et de Ouais. médias, fait partie des Zoroastriens qu'on appelle les Parsis en Iran. D'accord. Et alors, vous avez dit religion du livre, les zoroastriens, pourquoi? Parce que Parce pour moi, que c'est la Bible, mais et alors, ils sont... Ouais, les chrétiens, c'est le Nouveau Testament. Les Juifs, c'est la Bible, comme vous ouais, dites. Les musulmans, c'est le Coran. Et les Zoroastriens, ça s'appelle l'Avesta. Avesta. d'accord.
D'accord. Et de cet Avesta, j'en parlais rapidement tout à l'heure, Ouais. il y a une partie très, très, très ancienne, en très vieux avestique, bon, qui est due à Zarathustra lui-même, Zoroastre, Zardoust, comme disent les Iraniens. Donc voilà, donc D'accord. religion du livre, et en plus un monothéisme très ancien qu'on oublie la plupart du temps parce qu'il n'est pas abrahamique. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, avançons du coup sur la suite. On va arriver petit à petit à l'ère moderne. Justement, donc on a cet Iran qui devient musulman chiite. Ça va continuer, vous avez dit, je crois, jusqu'au 19e siècle. Enfin, le Oui. changement va s'opérer à partir du 19e siècle. Quelles sont un peu les causes qui vont amener à ce changement? Et est-ce que vous pouvez nous introduire justement à comment, alors j'avais intitulé ma question comment la Perse devient l'Iran. On a bien compris que l'Iran a toujours été l'Iran en quelque sorte, mais Absolument. comment voilà oui, l'Iran moderne qu'on connaît aujourd'hui avec des institutions qui ne ressemblent pas à ceux d'un empire et ni de celui d'un empire n'appartenant pas à un empire musulman. Comment ça se fait? Comment on arrive à cette ère moderne? Quelles sont la trajectoire pour expliquer ce changement? Alors, en fait, au XIe, XIIe siècle, etc., XIVe siècle, c'est une myriade de royaumes et progressivement, il va y avoir une, disons, un groupement au départ soufi qu'on va appeler la Safavier, qui va progressivement prendre le pouvoir, aidé aussi par Tamerlan, parce que bon, l'Iran a été traversé par les Mongols, a été traversé par tout le monde. Cela dit, cette Safavier a été aidé financièrement par Tamerlan, Timurlan, et a fini par donner naissance à la dynastie des Safavides, qui, elle, est très importante, puisqu'elle va concrétiser le fait que l'Iran est chiite en déclarant en 1502 le schisme religion d'État, là pour se démarquer complètement des Ottomans. Et puis, il va y avoir le grand roi qu'on appelle Shah Abbas Ier, qui, lui, va avoir une politique de tolérance vis-à-vis des religions. Économiquement, il aura une vraie pensée en attirant, enfin, bon, il les a déportés de l'Arménie, qui était une région tampon entre l'Empire ottoman et le sien, et il va en faire en quelque sorte un poumon économique à côté de sa nouvelle capitale qu'on appelle Ispahan, et ils vont avoir un faubourg qui s'appellera la Noël Jolfa, car enfin bon, Jolfa c'est une ville qui a été incendiée en Arménie et ça a été la première à accepter de partir dans cette sorte de déportation jusqu'en Iran, et ça se passe en 1603 cela. Donc voilà, ce Shah Abbas va réussir à faire de ce pays différent, etc., une sorte de monolithe qui va reconstituer un empire, l'empire proprement iranien, avec sa monnaie, avec ses connexions avec tout le monde, avec le monde occidental, qu'il courtisait un peu, car ce monde occidental aurait pu prendre à revers l'Empire ottoman. Donc ça l'aidera beaucoup à reconstituer un empire dans des frontières qui sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Puis tout ceci va se déliter après sa mort. Au XVIIIe siècle, il va y avoir des conquérants nombreux, là aussi des invasions, etc. Au XIXe siècle, une grande dynastie qui est mal aimée, la dynastie des Hadjars, va prendre le pouvoir en 1789, je crois, quelque chose comme ça, de façon assez violente, cela dit. Mais les souverains de cette dynastie ne sont pas vraiment ouverts à la modernité et ont besoin d'argent, ont raté le train du 19e siècle, si j'ose dire, et ayant besoin d'innovation, ils vont demander aux Russes, puis aux Anglais, de les aider. Bon, les Russes vont leur piquer la moitié de l'Azerbaïdjan, hein, qui est devenue la République d'Azerbaïdjan d'aujourd'hui, et qui appartenait aux Russes à un moment. Et il y a un Azerbaïdjan iranien également. Bon, et tout ceci va déboucher sur l'envoi des meilleurs étudiants dans les universités iraniennes,
Et enfin, ces envois vont finir par donner l'idée qu'on peut penser le monde autrement que les Hadjars le font. Et à l'école des ouvertures de l'Occident, une constitution en 1906 va être promulguée qui abrogera comment dire, la monarchie de droit, la monarchie autoritaire des Hadjars, et pour un parlement iranien qui sera largement contesté par les derniers souverains Hadjars, lesquels finiront par être déposés par un Khan, c'est-à-dire un général qui s'appelait Reza Khan, qui finira par prendre le pouvoir à la suite donc d'un coup d'État, et à prendre le pouvoir avec l'appui d'ailleurs des religieux en 1925, et à ceindre la couronne quelques mois plus tard, en avril 1926, et ce sera le début de la dynastie des Hadjars, des Pahlavis, qui elle-même a une idée très de faire un peu comme le Turc Kemal Atatürk, qui lui-même avait poussé son pays vers une certaine occidentalité, en changeant déjà la façon d'écrire, en promouvant des égalités entre les sexes. Bref, soudainement, le premier des Pahlavis va trouver comme modèle le Turc, et fera des choses qui ressembleront à ce que l'on fait aussi en Occident, avec le développement de la culture, le dévoilement des femmes en 1936, et en demandant aux Français de venir l'aider à bâtir des monuments culturels, à développer la culture aussi du français, qui deviendra la première langue étrangère en Iran, cependant qu'il demandera aux Allemands de bâtir toute l'infrastructure ferroviaire et tout ce qui était sidérurgique en Allemagne, en Iran, et si bien que à l'orée de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, 1939, il y aura 5000 ingénieurs allemands en Iran, et les Alliés soupçonneront l'Iran d'être du camp de Hitler, ce qui n'était pas vraiment le cas, même si Hitler l'aurait voulu, et si le gouvernement iranien était quand même assez musclé, quoi. Il fallait obéir quand même à Reza Shah, qui était un visionnaire, mais en même temps quelqu'un d'autoritaire. Alors oui, je l'ai demandé parce que avec l'arrivée de ce Parlement et de cette Constitution, on peut parler d'une démocratie ou c'est encore balbutiant oui. Disons que ceux qui ont fait la Constitution de 1906 pensaient à des idées démocrates. Alors, dire que l'Iran était démocrate, non. Je pense que l'Iran était sous un régime autoritaire qui allait vers des idées démocratiques. Mais il faut pas rêver les pays orientaux. C'était une sorte de leader charismatique qui n'hésite pas. Par exemple, lorsqu'il a demandé aux femmes de se dévoiler, il a eu tous les religieux qui pourtant l'avaient poussé sur le trône, qui se sont rebellés. Dans la ville sainte de Rome, par exemple, QOM, où d'ailleurs officiera plus tard l'ayatollah Khomeini. Dans cette ville sainte de Rome, il va y avoir près de 2 à 3 000 morts. Hein. Donc, il fallait obéir à ce qu'il voulait, car il voulait aller vite, et il voulait faire passer l'Iran de ce Moyen-Âge qu'il avait connu à un Iran occidentalisé, d'autant plus que la rente du pétrole commençait à exister en quelque sorte confisquée par les Anglais
et Winston Churchill, avec le gouvernement anglais, en quelque sorte, fait en sorte que ce soit surtout l'Angleterre qui en profite. Reza Shah réussira à avoir, je crois, 16% des revenus de ce pétrole, qui lui permettra de commencer ses réformes et de changer l'image de son pays, laquelle sera un élan qui sera en quelque sorte stoppé lors de la guerre et par la déposition de Reza Shah qui apparemment n'avait pas expulsé les Allemands assez rapidement disons, selon les désirs des Alliés, bien que l'Iran se soit déclaré dès le début de la guerre neutre et ait accueilli de nombreux Juifs qui fuyaient l'Allemagne nazie. Donc tout ceci, l'histoire est en train de le remettre en perspective, mais à l'époque, on voyait que le Führer envoyait des cadeaux au Shah, des photos dédicacées, lorsque le fils du Shah s'est marié avec la princesse Fawzia d'Égypte, il a envoyé une merveilleuse voiture, etc. Donc l'ambiguïté était telle que les Alliés ont voulu déposer l'Iran et que grâce à un ministre iranien, son fils va monter sur le trône à 22 ans et ce sera Mohammad Reza Pahlavi. D'accord. Et justement sur l'islam à ce moment-là, entre guillemets, cette bascule vers la modernité, enfin vers l'Iran moderne et la Constitution, c'est à quoi ressemble cet islam quelle est la place de l'islam dans l'Iran à ce moment-là? Je demande ça parce qu'évidemment, on a ces images de l'Iran, du Shah, qu'on voit parfois avec admiration ou nostalgie d'un État, comment dire, ou avec des femmes maquillées, sans voile, etc. On comprend bien comment ça se met en place, mais si on se promenait dans l'Iran avant ces différentes lois, à quoi ressemblerait dans la rue, d'une part, et puis dans les coutumes d'autre part, la place de l'islam? Est-ce que c'est la vision d'un islam rigoriste, si je puis dire, ou c'est autre chose qu'on n'imagine pas très bien en général? Alors, Reza Shah, lui, ne voulait pas d'un islam rigoriste et surtout pas d'un islam politique, car le schisme a deux tendances. La tendance qui veut mêler la politique à la religion, c'est la tendance que l'on voit aujourd'hui, qu'on appelle la tendance Ossouli. Et puis, il y a une autre tendance, la tendance Anbari, qui veut que la religion soit un appui de la politique, mais ne soit pas la politique. Et que surtout, il n'y ait pas d'interprétation du Coran, mais que l'on rappelle simplement les termes du Coran. Et à l'époque de Reza Shah, eh bien, il y avait sans doute ces deux tendances, mais en tout cas, Reza Shah ne voulait surtout pas que le turban domine le sceptre. Ça, c'est certain. Donc, d'où sa rigidité par rapport à ces mouvements qui voulaient aller contre ces réformes. Donc, islam rigoriste, il y en a eu toujours. Bon, sur le plan de la population et même du Shah, le Shah était croyant. Hein, et son fils le sera aussi. Hein. Donc, il n'était pas question de supprimer l'islam, il était simplement question de le remettre à une place qui soit à côté du pouvoir, voilà, et des décisions géostratégiques, etc. Donc, la population, elle, restait fondamentalement traditionnelle. Il y avait des mosquées, on faisait ses prières, le machisme est toujours en vigueur en Iran, hein, la femme obtient des droits, mais encore aujourd'hui, enfin avant même la révolution, l'homme il dominait le foyer, d'après ce qu'on m'avait dit. Voilà. Donc cet islam évolue, mais on n'est pas entré dans une démocratie comme on peut l'imaginer en France à ce moment-là. On est encore dans un pays qui est en formation, qui se cherche et qui surtout essaie de bien différencier les pôles de pouvoir. Et ce qui va se produire ensuite. Alors, vous parliez des femmes maquillées en mini-jupe et tout, bon, qui suivaient la tendance des années 60. Ça a été en effet un fait qu'on a mis beaucoup en exergue par des photos, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'Iran, c'est aussi des campagnes, et que l'Iran reste quand même extrêmement pudique.
hein. Lors des fêtes de Persépolis, on a vu dans un magasin où on vendait des voitures, bon, pendant ces fêtes, il avait été vidé de ses voitures, on avait eu des danseurs nus se produire devant la foule, ça a été une émeute. Donc, il reste quand même, il reste toujours aujourd'hui, un Iran qui veut quand même que les choses avancent, mais dans leur forme, et non pas forcément dans une sorte de mauvais copier-coller d'un Occident, d'ailleurs dénoncé dans les années 70, dans ce qu'on a appelé l'occidentalite, c'est-à-dire la maladie de ceux qui veulent ressembler trop à l'Occident en oubliant l'iranité et la force culturelle de la culture iranienne. Oui, et l'aspect ville-campagne, je pense, est très importante. Je l'avais évoqué Bernard Orcade, dans notre émission précédente, on avait parlé, et je crois que un des faits très importants de l'époque de la deuxième partie du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'urbanisation de plus en plus importante de la société iranienne, qui entraîne un tas de conséquences. D'ailleurs, peut-être un petit mot là-dessus, vu que vous avez un peu évoqué le sujet. Parce que un petit paradoxe pour moi, c'est que cette urbanisation se fait, peut-être que c'est un faux paradoxe, en même temps qu'il y a le contre-coup du retour d'un islam peut-être plus strict, mais on voit que l'alphabétisation, par exemple, se poursuit, etc. Enfin, peut-être un peu votre analyse là-dessus. Oui, bah, en fait, ce dont vous parlez, c'est les années 60. 1960, le fils de Reza Shah, Mohamed Reza Pahlavi, donc le deuxième et pour l'instant le dernier des Pahlavi, développe ce qu'on a appelé la Révolution blanche. Et cette Révolution blanche, c'est l'égalité des hommes et des femmes, le droit de vote et de jurer sur le volume que l'on veut, également la redistribution des terres. C'est-à-dire les grands propriétaires féodaux vont devoir céder une partie de leurs terres qui seront morcelées, les grands propriétaires religieux également, et là, ils vont pas apprécier les religieux parce qu'on leur enlève une partie de leurs ressources. Bref, on va donner à des paysans des lopins de terre sans leur donner la culture de l'agronomie, ni suffisamment de connaissances pour bien cultiver la terre avec des instruments. Car avant, c'était des pratiques collégiales dans un grand domaine, tout le monde cédait, etc. À partir du moment où on donne la liberté aux agriculteurs de faire ce qu'ils veulent, il faut encore qu'ils en aient les moyens et intellectuels et matériels. Si bien que beaucoup vont revendre à bas prix leurs terres et vont se précipiter sur les villes où ils vont faire grossir Téhéran de façon considérable, mais dans des conditions sanitaires, dans des conditions qui ne sont pas contrôlables à moyen terme par le gouvernement. Et comme ils vont pas vraiment trouver les effets bénéfiques d'une réforme qui devait être vraiment une révolution blanche, eh bien, ils vont commencer à critiquer le régime, à se dire que c'était peut-être mieux avant, et les religieux vont profiter de toutes ces revendications comme une sorte de réceptacle, d'éponge pour progressivement imprimer leur marque. On n'a jamais vu autant de mosquées être édifiées que dans les années 70, 80, non 60, oui c'est ça, dans les années 80. Autant de signaux durs que la population ne suivait pas des réformes dont elle ne voyait pas le bénéfice pour elle, sur le plan économique, sur le plan personnel, sur le plan spirituel également, et surtout, on voyait à côté des nouveaux riches, on voyait à côté que l'éducation était pour tout le monde, mais qu'en fin de compte, ça n'allait pas assez vite pour ceux qui avaient obtenu des diplômes pour avoir d'excellents postes. Donc, une sorte d'insatisfaction qui a été notée plusieurs fois par des études dans les années 70, justement par mon ex-co-auteur Oushang Nahavandi, qui avait dirigé tout un ensemble de gens, d'universitaires, mais d'autres lieux, pour produire un tableau de la société montrant qu'il était urgent
de faire des réformes afin que le peuple trouve enfin le bénéfice de cette manne pétrolière qui tombait sur l'Iran et qui enrichissait beaucoup les gens, beaucoup les gens proches du régime et qui générait une corruption beaucoup moins importante qu'on l'a dit, mais quand même importante aussi. Donc voilà, il y a une sorte de hiatus entre le projet et ses résultats concrets. Et on le sait, quand on promet trop et quand on n'a pas le temps on ne donne pas autant sa mesure, eh bien les gens sont insatisfaits et vont commencer à bouger, à se tourner vers d'autres idéaux, des idéaux socialistes avec les moudjahidines du peuple, hein, par exemple, qui veulent allier l'islam au marxisme et qui existent toujours aujourd'hui. Ce sont des groupes extrêmement importants, bon, qui seront réprimés ensuite. Le gouvernement des mollahs, etc. Voilà. Donc, vous voyez, la tradition subsiste encore au nom d'une certaine iranité qui aurait été un peu bafouée par un trop grand goût vers l'imitation de l'Occident. Voilà, c'est une des thèses qu'on peut développer. Alors nous sommes bien entrés sur la dernière période de l'histoire de l'Iran et justement ça va pouvoir faire la transition avec l'actualité. Comment vous l'analysez, le regardez? Est-ce que vous la placez dans une continuité? Je crois qu'il y a toute une histoire aussi des relations américano-iraniennes qui en fait date justement de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quel est votre regard là-dessus? Comment vous voyez les choses? C'est compliqué. Bien entendu. En 79, lorsque les religieux, les mollahs représentés par l'ayatollah Khomeini, qui n'est pas l'imam, parce que beaucoup de journalistes français l'ont appelé l'imam Khomeini, c'est pas possible, il y a eu 12 imams, et le dernier s'est occulté il y a plusieurs siècles. Hein. Donc, non, c'est un ayatollah, bon, ok, qui avait d'ailleurs tout dit dans ce qu'il avait écrit dans les années 60, on aurait dû le lire. Bon, donc les gens ont beaucoup misé sur lui, et puis au fil des années, ils se sont rendus compte que, au fond, les idéaux différents qui avaient permis cette focalisation autour des religieux, en fait, étaient complètement différents de ceux que l'ayatollah Khomeini voulait. La preuve, les moudjahidines du peuple qui ont aidé les religieux à prendre le pouvoir, ont fini par se heurter à la constitution qu'il a faite, qui remplaçait celle de 1906, et ils se sont rendus compte qu'ils ont été floués. Et ils sont rentrés dans l'opposition. Ils y sont toujours d'ailleurs. Bon, mais il n'y a pas que, il y a aussi les intellectuels qui ont cru que, les Français en tête d'ailleurs, hein, avec Sartre, Foucault, etc., et même les délégations françaises qui voulaient dire qu'il fallait libérer les femmes, sont allés voir Khomeini, qui les a regardés d'un drôle d'œil et qui, au bout de quelques heures, les a laissés partir sans rien dire. Et elles se sont rendues compte aussi que les femmes iraniennes ne les attendaient pas, ce qui est quand même assez incroyable. Cela dit, les années sont passées et avec le temps, la mort de Khomeini et puis Khamenei I, je vais dire, parce qu'on est à Khamenei II depuis 2026, bien, avec Khamenei I, ce qui avait aidé à la constitution de cet État islamique, les Pasdaran, le corps des gardiens de la Révolution, sont devenus véritablement des outils militaires, mais aussi avides de finances et de pouvoir. Donc, à partir de là, la corruption a commencé, l'enrichissement du groupe autour de l'ayatollah Khomeini, on parle de 200 milliards autour de ce groupe. Mais on m'a dit dernièrement, c'était c'était pas 200 milliards, c'était beaucoup plus. Ils ont beaucoup plus d'argent que cela. Enfin, à vérifier. Hein. Donc, progressivement, la corruption s'est installée. Ce qu'on avait critiqué est revenu d'une autre façon. Le sentiment religieux lui-même a fini par passer au deuxième plan derrière le sentiment de l'enrichissement personnel. Et ce gouvernement qui était fondé sur la charia, l'application donc de la loi juridique islamique, a continué bien entendu, mais a perdu sa raison d'être progressivement à cause justement de la réalité de cet argent qui retombait sur lui, etc. Puis l'envie du nucléaire
est né 10 ans après l'arrivée au pouvoir de Khomeini. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, bref, c'est pas véritablement un affrontement comme avant, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que d'après les derniers les dernières informations que j'ai eues, il semblerait que avant la guerre dont on parle depuis quelques mois, eh bien, la population iranienne, en tout cas sa jeunesse, n'avait plus du tout envie de parler de religion. Je crois que les femmes, vous savez qu'à Téhéran, elles se promènent dans de nombreux endroits, les bazars à la mode et tout, les cheveux dénoués, même aujourd'hui, hein. Bon, ils avaient surtout envie de dépasser cette corruption qu'ils voyaient, qui leur interdisait de pouvoir s'enrichir comme ils le voyaient aux Émirats arabes unis, où ils pouvaient se rendre sans visa, c'est quand même très important, ou en Turquie. Bon, donc progressivement, cette jeunesse a eu envie de se libérer de ce carcan, tout en restant religieux, mais c'était pas le problème. Que le gouvernement soit ce qu'il peut, mais qu'il ne les empêche pas de vivre. Et puis, la guerre est arrivée, alors le sentiment nationaliste iranien s'est resserré. Bon, je ne sais pas ce qui deviendra si le gouvernement est maintenu, comme apparemment il semblerait d'après ce projet d'accord que vous avez sans doute lu. Ça, on n'en sait rien, mais il n'empêche que ce qui restera, c'est le malaise de la jeunesse, la corruption endémique, l'accaparement des richesses par les Pasdaran. Vous savez qu'ils détiennent 30% de l'économie directement et 30 autres pourcents dans des paradis fiscaux. Donc, les Pasdaran, c'est quoi, pardon? C'est le corps des gardiens de la Révolution. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, c'est l'armée parallèle qui soutient le régime depuis l'origine. Oui, voilà. Oui. Alors ils sont aidés de tout un ensemble de jeunesse qu'on appelle les Bassidji, et puis aussi de ces femmes qui sont les gardiennes de la moralité des femmes dans la rue. Bon, celles-là, on commence à en parler moins, mais enfin, elles ont été très, très virulentes à l'époque de Massa Gina Amini, etc., et de bien d'autres. Voilà. Donc, ce qui va rester, c'est que durant cette guerre, des milliers de gens ont été tués par les Iraniens au pouvoir, que les sources d'approvisionnement ont été coupées pour la population, que la liberté d'expression est brimée, que sortir dans la rue aujourd'hui, vous avez des snipers qui surveillent tout cela un peu partout dans les villes importantes. Voilà. Donc, ce qui va rester, à mon avis, c'est le fait que la guerre n'aura fait que rendre pire la situation de la population iranienne. Aujourd'hui, alors ce qui arrivera, c'est ce qui arrive aussi dans tous les régimes qui sont fondés sur l'injustice et la spoliation, c'est comme progressivement, l'identité iranienne finira par expulser ceci qu'elle supporte depuis 47 ans, parce que la raison du début n'est plus celle d'aujourd'hui, et le côté messianique du gouvernement, à mon avis, s'est perdu dans les problèmes financiers et dans toutes les compromissions de corruption. Vous êtes donc plutôt convaincu, le régime ne peut pas durer, parce que j'ai l'impression que certaines personnes vont plutôt avoir tendance à dire qu'il y a une forme de, c'est peut-être juste en apparence et momentané, mais une forme de renforcement, surtout dans la mesure où elle a réussi à tenir tête à la puissance américaine et israélienne. J'ai presque l'impression, par ailleurs, que c'est comme si l'Iran avait monté d'un cran dans le rang des puissances moyennes dans le concert mondial, et on trouvait même peut-être une force qu'eux-mêmes ne soupçonnaient pas avec le détroit d'Ormuz. Vous avez entièrement raison. De toute façon, l'Iran aujourd'hui est devenu une puissance incontournable parce qu'elle a tenu tête aux États-Unis. Mais enfin, il faut voir aussi quel est le contexte avec un Trump qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire, etc. Bon, mais il n'empêche que l'Iran reste un grand danger. Ça, c'est sûr. Avec ces proxys du Hezbollah, l'affaire n'est pas du tout réglée. L'accord n'est pas signé. Enfin,
Le protocole est signé, mais l'accord, c'est dans 60 jours, hein, d'après ce que je lisais. Donc, ceux qui vous l'ont dit ont raison. Évidemment, l'Iran a pris une stature, surtout enfin, le gouvernement iranien, qu'il ne faut pas confondre avec les Iraniens, a pris la mesure du chantage qu'il pouvait faire sur toutes nos démocraties par son blocage du détroit d'Ormuz, et ça, on aurait pu y penser avant. Hein. Bon, et ça existait avant aussi. Hein. Bon. Cela dit, moi je dis, et je ne suis pas sûr, mais je dis qu'il y a à l'intérieur du pays, et ça prendra peut-être encore des années, mais il y aura progressivement un retour à ce qui était en train de se faire avant la guerre. C'est-à-dire, les femmes, c'est pas pour rien qu'elles ont dénoué leurs cheveux. Hein. C'est pas pour rien que les gens se sont fait massacrer. Donc, il y aura de toute façon, on n'oublie pas dans cette civilisation. Mais vous remarquerez une chose, c'est qu'il y a eu une révolution en 79. Pendant quelque temps, bon, il y a eu des étudiants qu'on a massacrés dans les 10 ans qui ont suivi, des morts un peu partout chez les opposants. Il y a eu en 2009 à nouveau des grandes manifestations. Puis on saute à 2009 avec la Révolution verte. Puis 2019 au massacre. 2022. Ça a mini. 2025, 2026. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien que les gens se révoltent. Conditions ne changeant pas, si le gouvernement ne change pas, peut-être qu'il changera. Mais alors, ce sera pour libérer son peuple. Parce que s'il continue à vouloir s'enrichir au détriment des autres, je vois pas quelle autre issue il peut y avoir pour un peuple qui est de 90 millions. Je crois qu'il y a un moment quand même où les mouvements de fond, lorsque les raisons de s'insurger ont empiré, eh bien, je ne vois pas comment un peuple peut ne pas réagir d'une façon plus ou moins violente, ce qu'ils ont essayé de faire. Ils n'avaient pas d'armes, contrairement aux Pazaran, aux Bassidji, etc. Mais il y a quand même une force dans un peuple qui peut trouver des armes, qui pourra peut-être trouver des alliés dans la région aussi. Donc, moi, c'est mon espoir que le gouvernement change, puisqu'il n'a pas pu tomber là, et s'il reste dans sa forme, à mon avis, l'histoire n'est pas terminée. Car l'Iran a connu on a connu aussi des régimes dictatoriaux religieux qui sont tombés après quelques années. On a connu des envahisseurs qui sont tombés aussi. La force de l'Iran, c'est sa résilience et de fonctionner sur le temps long. Ça, c'est mon avis. Et je pense que quand les conditions ne changent pas, eh bien, les conséquences, elles, finissent tôt ou tard par ressurgir. Donc, j'espère que le gouvernement changera dans sa façon de penser l'avenir de son pays. Peut-être qu'il deviendra le grand dispensateur des bonnes œuvres du Moyen-Orient, mais enfin, ça, on ne peut pas rêver. En plus, ils sont chiites. Vous savez que quand même les sunnites n'ont jamais été très tendres avec les chiites. Très bien. Et oui, effectivement, comme vous dites, les conditions, notamment de la population, n'ayant pas changé, voire vont s'opérer, c'est effectivement difficile d'imaginer, et d'autant que je pense qu'il y a un temps de latence avant qu'il y ait toutes les conséquences réelles Oui. de cette guerre côté Iran, qu'elle peut se permettre de masquer, entre guillemets, ou rendre moins visible, alors que, j'allais dire, du côté américain, plus avec la manière dont fonctionne la presse occidentale, n'importe quel, enfin tous les milliards qui sont dépensés sont tout de suite comptabilisés, les avions qui tombent sont tout de suite répertoriés, donc effectivement il y a peut-être quelque chose qu'on ne voit pas. Écoutez, c'est très clair, et peut-être juste pour jouer un peu sur de la politique, comment imagineriez-vous un régime peut-être, ou un régime de transition? Oui, je pense que il se peut. Il se peut, hein, je ne suis pas iranien, c'est aux Iraniens de décider de leur destin. Il se peut que les militaires prennent le pouvoir et qu'on ait une dictature militaire, tout en gardant l'islam, mais de côté. Moi, je ne crois pas à une démocratisation tout craint de l'Iran. Simplement,
quand la guerre va vraiment s'arrêter, si elle s'arrête, hein, eh bien, là, les forces antagonistes, n'auront plus un ennemi, contre lequel se rassembler, malgré leurs divergences d'opinion. Il va y avoir là des réformateurs, des vrais, qui vont vouloir que des élections, où on ne dit pas, aux opposants de ne pas venir. Parce que quand vous parlez des élections, oui, il y a des élections, mais tout le monde ne peut pas se présenter. Oui, il y a des parlements. Oui, dans les parlements, il y a des représentants de chacune des religions, OK, hein. Bon, mais and what? Hein, et quoi? Non, je pense qu'il y a eu des grands mouvements qui ont essayé d'évoluer et peut-être que sous une forme, plus, disons, plus franche, il pourra y avoir un Iran, non pas démocratique à l'américaine, je crois qu'ils n'aiment pas trop les Américains quand même, mais quelque chose avec un homme fort, en effet, qui aura une vision. Voilà, c'est ce qui manque un peu à l'Iran. Alors cette vision devra aller dans le sens d'une population qui se drogue, comme on n'ose pas le dire. Ah oui. La drogue est très importante en Iran. Il y a eu des films là-dessus, avec des cliniques pour droguer dans le nord vers la Caspienne. Une population qui aujourd'hui ne mange pas à sa faim, des écoles pour les riches et des universités pour les moins riches. Alors on dit bien entendu 60% des femmes, des filles dans les universités, mais combien au gouvernement? Il y a une femme pour le droit des femmes. Elle est voilée comme on ne saurait imaginer. Comment voulez-vous que ça tienne? Non, je pense qu'il peut y avoir en effet une sorte d'ouverture de l'Iran et puis d'une répartition des richesses. Sinon, ce sera une dictature pour quelques années, on en a connu. Mais je pense que sur un terme moyen, vu l'intelligence des Iraniens, ça ne tiendra pas. Sauf si, justement, ce nouveau gouvernement amène le bien-être dans un cadre strict, où il s'enrichira sans doute, mais où les autres pourront le faire aussi. Donc voilà, mais ça, je pense que les Iraniens sont vraiment des gens très intelligents, et moi je leur fais confiance pour finir par trouver un chemin, après 47 ans quand même, des régimes qui ont montré aussi leur, euh, leur force, mais aussi leur faiblesse, et la faiblesse, c'est leur peuple. C'est mon avis. Eh ben, écoutez, merci beaucoup et effectivement, on souhaite au peuple iranien de trouver, un avenir plus positif que celui, actuellement. Alors écoutez, c'était, passionnant, on a vraiment balayé, 4 000 ans d'histoire très rapidement. C'est vraiment des pistes et justement pour terminer, juste une petite biographie. Est-ce que vous avez quelques livres à proposer? Il y a bien sûr le vôtre, Iran, une histoire de 4000 ans. Il y a aussi votre plus récent que je mettrai tous les deux en description. Oui. Moi, je pense qu'il faut regarder tous les films iraniens qui passent et qui D'accord? montrent oui, vraiment, Ouais. une réalité avec des moyens très, très, très sommaires, hein, mais qui nous montrent la vraie réalité du peuple, qui n'est pas un peuple d'abrutis, qui est un peuple qui raisonne et qui dénonce les choses. Et voyez, moi, je pense que je pense qu'il y a les livres, bien entendu, il y a votre podcast, et Mmh. puis il y a aussi les films iraniens, et ça c'est très important. Et puis qu'ils lisent la poésie iranienne. Vraiment, il y a des poésies, il y a des livres qui paraissent actuellement sur les poétesses du XXe siècle en Iran, c'est magnifique, qui relisent l'histoire de Tahéré, par exemple, qui est une babiste, l'ancêtre des baïs. Enfin bref, il y a des D'accord. richesses en Iran qui sont absolument incroyables. Et, euh, et voilà, quant aux ouvrages, ben, les gens que vous invitez, c'est tout à fait bien. Mais moi, je suis assez pour les films qui m'apprennent personnellement beaucoup et puis qui parlent à des Iraniens. Mmh, Je mmh. crois que ça, c'est très important. Oui, j'ai entendu qu'il y avait effectivement un cinéma iranien très vivace, avec beaucoup de talent.
J'essaierai de mettre ça en description et de faire une petite recherche là-dessus. Mais écoutez, merci beaucoup Yves Bemati pour votre temps. C'était Merci. encore un échange où j'ai beaucoup appris et je pense que les auditeurs apprendront beaucoup. Et ça nous permet de comprendre un peu mieux, avec un peu plus de calme et de distance, l'époque actuelle et un pays qui est effectivement, je comprends pourquoi vous avez décidé d'étudier, car il est quand même assez fascinant. Donc voilà, Excellent. merci beaucoup, Yves Merci Bemati. à vous, hein. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, j'espère que cet échange vous a plu et que vous avez beaucoup appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant un pouce bleu, en vous abonnant et en allumant les notifications. Et si vous aussi, vous croyez dans l'émancipation par la connaissance et la culture, rejoignez-moi sur mon Discord et sur Twitch. Je vous dis à très bientôt.